Le graffiti que vous voyez à l'écran n'est pas qu'un simple graffiti. Au contraire, c'est un message de haine qui prouve que le racisme est encore très présent aujourd'hui. J'ai aperçu ce message haineux lors d'un voyage à Québec. J'étais simplement en train de me balader sur la plage Jacques-Cartier, et c'est là que je l'ai aperçu. Ma réaction fut un mélange de colère, de choc et de tristesse. Parce que c'est là où j'ai réalisé que le racisme n'a jamais cessé d'être. C'est donc ce qui m'a poussé à construire ce documentaire, afin de sensibiliser les autres sur le racisme et d'essayer de comprendre ce qui pousse les gens à faire des actes tels que celui-là. Merci beaucoup, et bon visionnement. Le monde dans lequel nous vivons à présent a beaucoup changé dans le temps. Que ce soit notre mode de vie, nos habitudes et même notre façon de penser. Certes, même si notre monde a beaucoup évolué, plusieurs choses stagnent et ne changent pas, comme les préjugés inculqués dès l'enfance, dépendamment de l'éducation, qui contribuent à ce manque d'ouverture et à ce jugement envers la différence. Cela m'amène donc à me poser la question. Malgré l'évolution de notre société, pourquoi existe-t-il encore le racisme ? Dans ce documentaire, je vais présenter des grands événements racistes, essayer de comprendre la psychologie en arrière et avoir un point de vue de notre société sur ce sujet. Mais avant tout, qu'est-ce que le racisme ? Le racisme est un phénomène social qui consiste à traiter différemment des personnes selon leur origine réelle ou perçue. Il peut se manifester par des insultes ou des refus explicites, mais aussi par des gestes plus subtils, comme des micro-agressions ou par des inégalités produites par des pratiques institutionnelles. Les attitudes racistes peuvent être conscientes quand une personne choisit de discriminer, mais aussi inconscientes, à cause des biais appris par l'entourage, les médias et les stéréotypes. Dans tous les cas, le racisme a des effets importants sur la santé, la réussite et le sentiment de sécurité des personnes touchées. Comprendre ses causes et ses manifestations est une étape essentielle pour le reconnaître et le réduire. Le racisme, un sujet complexe et violent, qui ne date pas seulement de notre époque. En effet, cette forme de discrimination remonte à la fin du XVIIe siècle. Les premières formes de racisme moderne basées sur la race et la couleur de peau d'un individu ont été exercées en premier par les explorateurs européens lors de leur arrivée en Amérique. Lorsque les explorateurs européens sont arrivés dans les années 1500, ceux-ci pensaient être arrivés en Inde, mais à la place d'arriver en Asie, ils sont bel et bien arrivés en Amérique. L'acculturation des Premières Nations ne commença pas dès l'arrivée des Européens. Au contraire, ils étaient de très bons partenaires économiques, faisant du troc, soit des échanges avec eux. De plus, ces échanges bouleversèrent le mode de vie des Premières Nations, déséquilibrèrent les rapports commerciaux avec d'autres nations et changea leur mode de vie considérablement. Malgré cette belle relation que les Européens avaient construite avec les Autochtones, ils voulurent plus, et c'est au début des années 1600 que tout s'effondra. Voulant coloniser cette terre, les explorateurs commencèrent tranquillement leur processus afin d'effacer la culture et la religion des Autochtones pour qu'ils puissent mieux s'intégrer dans leur nouvelle société. Ceci emmena plusieurs guerres avec des peuples autochtones, notamment les Iroquois, qui durent même s'allier avec leurs ennemis pour contrer les Européens. Il y eut la Grande Paix de Montréal, mais cela ne changea rien. Ces explorateurs ont utilisé des méthodes comme les missions catholiques et protestantes en 1800 et les pensionnats autochtones, qui confirmaient qu'ils ne voulaient pas que l'identité autochtone existe. Ces pensionnats étaient construits afin de convertir les enfants à la religion catholique et de détruire ce qu'ils avaient connu auparavant, comme leurs croyances, leur culture et leur mode de vie. Ils étaient dirigés par l'Église catholique, leur apportant une éducation 100% chrétienne et basée sur la Bible. Ces endroits étaient un enfer pour les enfants autochtones, puisque plusieurs professeurs utilisèrent leur autorité à des fins cruelles. Plusieurs enfants subissèrent des violences physiques et sexuelles. Ces élèves se furent punir s'ils parlaient leur langue maternelle, prouvant encore le fait de vouloir effacer complètement l'identité autochtone.
Ce ne fut qu'en 1990 que ces pensionnats cessèrent d'exister. Le taux de mortalité et tous les traumatismes qu'ont vécu ces enfants sont au-delà de cruels. Ces pensionnats ont encore des séquelles majeures sur les survivants, et malgré toutes les réconciliations mises en place par le gouvernement, l'histoire ne peut être effacée. Ensuite, vers les années 1600, fut le début de la traite transatlantique. La traite transatlantique est le commerce de prisonniers africains déportés en Amérique afin de devenir esclaves et faire du travail forcé. Ces dates marquèrent le début de l'esclavage des personnes noires. Il est quand même fou de penser que l'esclavage dura presque 200 ans, sans compter la traite transatlantique qui, elle, a duré 400 ans. L'esclavage est une des formes de racisme la plus cruelle, car dire qu'un peuple est inférieur juste à cause de son ethnie, c'est inhumain. Ces personnes étaient capturées en Afrique et envoyées en Amérique afin de faire du travail forcé en tant que domestiques pour les femmes, main-d'œuvre agricole et comme artisans. De plus, comme le dit le nom esclave, ces personnes étaient soumises à leur maître, qui les exploitait et leur faisait subir des violences conjugales et physiques. Dans ce temps, ils ne voyaient pas ces gens comme des humains, mais plutôt comme des biens, des objets qui leur appartenaient. Cette phrase que j'ai trouvée en faisant ma recherche sur ce sujet m'a beaucoup marquée. Je vous la lis. La plupart des testaments de l'époque considèrent les personnes esclavagées comme des biens, transmettant la propriété des êtres humains exactement comme si ces gens étaient des meubles, du bétail ou des terres. Ces personnes sont soumises à une vie de peur et de crainte, se demandant chaque jour qu'est-ce que leurs maîtres leur feront subir aujourd'hui. Ils ne sont aussi pas à l'abri des violences sexuelles, qui sont très courantes envers les esclaves à cette époque. Ils ne vivent pas très longtemps non plus. Vivant dans des conditions sales et inhumaines, ils ont une durée de vie d'en moyenne de 25 ans. Le 1er août 1834 marque la fin de l'esclavage au Canada grâce à la Slavery Abolition Act de 1833. Plus de 800 000 esclaves africains sont enfin libres, échappant à cette vie de peur. Mais malheureusement, même après la fin de l'esclavage, il y eut la ségrégation qui, elle, divisa les personnes de couleur blanche et les personnes de couleur noire. Tout était séparé. Les toilettes, les moyens de transport, les écoles, les bibliothèques, tout. Un jour, la communauté noire en eut assez de vivre sous cette oppression constante et se leva. C'est notamment des icônes de mouvements anti-ségrégation comme Rosa Parks et Martin Luther King que la ségrégation prit fin en 1964 avec le Civil Rights Act. Ensuite, après la fin de la Première Guerre, l'Allemagne sombra dans une crise économique et politique. Voulant redonner espoir au peuple, un nouveau parti politique fut formé, les nazis. Ce parti d'extrême droite a une idéologie hiérarchique divisant toutes les races humaines. Au sommet de cette hiérarchie se trouve la race aryenne, qui est le peuple germanique. Ils sont considérés comme le sang pur et sont supérieurs aux autres races. Les nazis détestaient tous les autres groupes, mais en particulier les juifs, les accusant d'avoir causé la crise économique dans leur pays. Leur raisonnement était que puisqu'il y avait une grande majorité de juifs dans les affaires comme la bourse, c'était de leur faute que la crise économique commença. Ce parti partageait leurs idéologies au peuple, ce qui leur fit gagner les élections en 1933. À la tête du parti, il y avait le dictateur Adolf Hitler. Dans la nuit du 9 et 10 novembre 1938, les nazis font un pogrom des quartiers juifs. D'après le dictionnaire Larousse, un pogrom est une attaque accompagnée de pillages et de meurtres perpétrés contre une communauté juive. Lors de ces 2 nuits de pillage qu'on appelle la nuit du cristal, plus de 30 000 juifs sont capturés et envoyés dans des camps de concentration. Quelque temps après commence la Seconde Guerre mondiale après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne en 1939. Plus de 2 millions de juifs se trouvent sous le contrôle de l'Allemagne et 1,3 million sous le contrôle des soviétiques. Ceux qui se retrouvèrent sous le contrôle des Allemands se font envoyer dans des ghettos. Ces ghettos ne leur réservent pas une vie de rêve, au contraire. La plupart mourront soit de faim, de maladie ou de mauvais traitements. De plus, ces ghettos faciliteront la tâche pour déporter les Juifs dans les camps de concentration. C'est donc pourquoi il y a une centaine de ghettos à travers l'Europe centrale et de l'Est. L'enfer final pour ces personnes complètement innocentes fut les camps de concentration. Plus de 20 000 camps sont ouverts entre 1933 et 1945. Ils sont cachés sous le nom de prison afin d'enfermer les ennemis de l'État. Les personnes qui ont vécu dans ces camps étaient des femmes, des hommes, des enfants et des personnes âgées qui étaient forcés à faire du travail non rémunéré dans des conditions inhumaines et insalubres. La mort n'est pas inévitable dans ces camps.
La surpopulation fait en sorte que les maladies se propagent plus vite. Mourir de faim est aussi commun puisqu'il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. De plus, des centaines de centres de mise à mort comme Auschwitz-Birkenau étaient utilisés pour tuer des juifs chaque jour. La technique la plus utilisée était les chambres à gaz, tuant plus de 6000 juifs chaque jour. Au total, nous avons perdu les âmes de 6 millions de personnes juives dans ce génocide. L'Holocauste restera à jamais le plus grand drame raciste à avoir existé dans l'époque moderne. Malheureusement, même si cet événement a choqué toute la planète, cela n'empêche pas l'histoire de se répéter. Comme avec ce qui se passe en Palestine. Plus de 60 000 personnes tuées par l'armée israélienne depuis le 7 octobre 2023, qui n'est malheureusement pas le début de ce conflit. Tous ces événements aussi tristes et dévastateurs les uns des autres montrent comment une simple peur et haine de la différence peut se transformer en génocide. Le racisme est un sujet très sérieux qui ne devrait pas être pris à la légère, puisqu'il affecte des milliers et des milliers de personnes encore aujourd'hui. Même si les personnes qui vivent cette discrimination ne se font pas tuer, tous les effets néfastes concernant la psychologie d'une personne qui vit du racisme est au-delà de cruel. Imaginez vous faire répéter quotidiennement des insultes racistes et dégradantes, juste à cause de votre couleur et votre ethnie. Cela est la triste réalité de nous, les personnes racisées. Mon but en vous montrant quelques exemples d'événements dévastateurs qui ont commencé à cause du racisme est simplement pour vous montrer comment une simple haine peut se transformer en quelque chose de si gros, enlevant la vie à des milliers de personnes à cause de leur origine. Le racisme doit cesser pour de bon, si nous ne voulons pas revoir des tragédies telles que j'ai mentionnées. Après avoir analysé et vu quelques événements racistes qui se sont produits auparavant, il est maintenant temps de se demander ce qui a poussé ces gens et ces groupes à commettre ces actes. Certaines personnes deviennent racistes consciemment ou inconsciemment, sans qu'il n'existe une seule cause à ce phénomène. D'abord, il existe des racines dites inconscientes. Même des personnes qui se disent opposées au racisme peuvent avoir des biais implicites. Le cerveau humain fonctionne souvent avec des raccourcis mentaux afin de traiter l'information rapidement. Ces raccourcis comptent la généralisation et la catégorisation qui peuvent devenir problématiques lorsqu'ils se transforment en stéréotypes. Nous nous faisons beaucoup influencer par notre famille, nos amis, par des blagues entendues et par les réseaux sociaux qui teintent nos perceptions. Lorsqu'un groupe est fréquemment présenté de manière négative, le cerveau peut l'associer automatiquement à un danger ou à un problème. Le biais de confirmation joue aussi un rôle important, car les individus ont tendance à retenir davantage des informations qui confirment ce qu'ils croient déjà. Enfin, la peur de l'inconnu contribue aux préjugés. Lorsqu'on connaît peu un groupe, on comble souvent ce manque de connaissances par des clichés. À l'inverse, le contact réel et positif avec des personnes différentes permet généralement de réduire ces préjugés. Ainsi, certaines personnes peuvent poser des gestes injustes sans intention malveillante, simplement en agissant de façon automatique. Ensuite, le racisme peut être inconscient et servir certains objectifs. Par exemple, rabaisser un autre groupe peut donner à certaines personnes un sentiment de supériorité ou leur permettre de préserver un statut social. En période de stress ou de crise, comme lors des difficultés économiques ou des changements rapides dans la société, les individus peuvent chercher un bouc émissaire et blâmer un groupe pour des problèmes complexes. L'influence de certaines idéologies ou de discours politiques joue également un rôle important, notamment lorsque ceux-ci opposent un nous à un eux, afin de susciter la peur ou de gagner du pouvoir. Enfin, le besoin d'appartenance peut pousser certaines personnes à adopter les opinions de leur entourage, à répéter des idées fausses ou à participer à des comportements racistes pour être acceptés par un groupe. Pour finir, certaines conditions sociales favorisent l'émergence du racisme. Les inégalités et la compétition perçue pour l'accès à l'emploi, au logement ou aux services peuvent créer l'impression que certains groupes prennent la place des autres, même si la réalité est beaucoup plus complexe. Le manque d'éducation historique contribue également au problème, car sans comprendre des phénomènes comme la colonisation, l'esclavage, les politiques d'immigration ou les relations avec les peuples autochtones, il est difficile de saisir pourquoi certaines inégalités persistent aujourd'hui. De plus, la déshumanisation accentue le racisme. Lorsqu'on réduit des personnes à de simples étiquettes, on oublie leur individualité et la diversité qui existe au sein de chaque groupe. Pour mieux comprendre cette réalité, nous avons voulu donner la parole à celles et ceux qui la vivent ou l'observent au quotidien.
Un sondage anonyme a été réalisé afin de recueillir des opinions, des expériences et des perceptions, en toute confidentialité. L'anonymat permet aux personnes interrogées de s'exprimer librement sans crainte de jugement. Les réponses que vous allez voir reflètent une diversité de points de vue et offrent un aperçu plus humain et authentique du sujet. Les résultats de ce sondage, où 42 personnes ont répondu, montrent clairement que le racisme est perçu comme une réalité bien présente au Québec. Une très large majorité des répondants, plus de 4 personnes sur 5, affirment avoir déjà vécu ou été témoins de gestes ou de paroles racistes, ce qui indique que le phénomène est loin d'être marginal ou exceptionnel dans l'expérience sociale quotidienne. Même si la plupart des répondants ne se considèrent pas comme appartenant à une minorité visible, la reconnaissance du racisme demeure forte, ce qui suggère qu'il est observable au-delà des personnes directement touchées. Le sondage met également en évidence que le racisme est compris comme un phénomène à la fois individuel et social. Plusieurs réponses évoquent des préjugés persistants, un manque d'éducation ou d'ouverture culturelle, ainsi que des tensions alimentées par des stéréotypes. Les médias et les réseaux sociaux sont souvent mentionnés comme des espaces pouvant amplifier certains discours discriminatoires, tout en jouant parfois un rôle inverse de sensibilisation et de dénonciation. Un autre fait marquant concerne la réaction face au racisme. Plusieurs personnes expriment le désir d'intervenir lorsqu'elles en sont témoins, mais certaines soulignent un malaise, un manque d'outils ou la crainte des conséquences. Enfin, les solutions proposées convergent largement vers des approches préventives et éducatives. L'éducation, la sensibilisation, le dialogue interculturel et la promotion d'une meilleure connaissance des différentes communautés sont perçus comme des leviers essentiels pour réduire le racisme à long terme. Dans l'ensemble, ce sondage révèle une prise de conscience importante. Le racisme est reconnu comme une problématique réelle, aux impacts humains et sociaux significatifs, et sa réduction passe par des efforts durables de société plutôt que par des mesures ponctuelles.